Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Très heureux de vous retrouver pour l'émission On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs. Et j'accueille aujourd'hui Gilles Bouvelot. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous invite à vous asseoir. Vous n'avez pas de valise, vous n'avez pas de manteau, vous êtes venu comme ça, un petit peu, j'allais dire presque les mains dans les poches. Je pense qu'il n'y a pas un élu de France qui ne vous connaisse pas. Vous êtes directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Alors, c'est une institution peut-être mal connue du grand public, mais très bien connue des élus. Un logement sur 10 passe par vous, puisque le foncier, c'est les terres. C'est l'espace sur lequel l'ensemble des acteurs du logement vont construire des logements, les promoteurs, les bailleurs sociaux, enfin tous les acteurs du logement. Notre émission On se dit tout, vous connaissez la formule, c'est aussi l'occasion de découvrir les décideurs. Vous êtes un homme important, vous avez fait Polytechnique, d'abord je suis très impressionné d'avoir devant moi un polytechnicien, et vous êtes aussi le fruit de la méritocratie républicaine, comme on dit. Qu'est-ce que ça dit ça? Quelle est votre histoire, votre parcours? Comment vous êtes arrivé à Polytechnique? Merci. Alors déjà, quand vous dites pas un élu de France, c'est peut-être un peu exagéré. D'Île-de-France, peut-être. L'Île-de-France, c'est un peu la France. Voilà. Et alors, effectivement, l'établissement que je dirige a pour vocation à produire du foncier prêt à l'emploi, en particulier, effectivement, pour contribuer à répondre à la crise du logement. Et effectivement, le chiffre est exact, un logement sur 10 qui est construit. Et demain, sans doute, un sur 6 sortira d'un de nos terrains. Je suis donc ingénieur de formation, voilà, effectivement un produit de l'école laïque et républicaine, voilà, de la République. J'ai été ingénieur des ponts et chaussées. J'ai démarré ma carrière comme tout ingénieur des ponts et chaussées en faisant quelques ponts et quelques chaussées dans une... X-pont, comme on dit ça. Voilà, dans une province française. Et au bout de 3-4 ans, quand il a fallu évoluer, entre continuer à faire des routes et des ponts, qui est un métier assez passionnant, qui est un vrai métier d'ingénieur, et puis m'occuper d'autres sujets comme la construction et le logement, j'ai opté, parce qu'on m'a proposé, j'ai eu une opportunité de m'occuper justement de construction de bâtiments publics, et le logement faisait partie du contenu du poste. Et c'est comme ça que j'ai découvert les questions du logement, professionnellement, les questions du logement et de la ville, tout ce qui va avec, et de l'aménagement. Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que finalement, c'était dans cette voie que je voulais continuer, parce que autant les infrastructures c'est intéressant, c'est chaleureux, c'est de la production, mais tout ce qui tourne au logement, ça touche un petit peu à tous les sujets de la société, à tous les sujets philosophiques, à tous les sujets sociaux. Et donc c'est un univers extrêmement complexe, évidemment, parce que c'est des questions qu'on a beaucoup plus de difficultés à résoudre que les structures d'un pont en béton. Éminemment technique, avec plein d'acronymes, plein de mots compliqués. Plein de sujets. Et donc c'est un sujet totalement passionnant, donc on n'en fait jamais le tour, voilà. Et du coup, j'ai poursuivi ma carrière autour de ces questions, donc du logement. Un petit passage comme chef de cab ou DIRCAB du secrétaire d'État au logement, donc ça c'est aussi des fonctions... Et effectivement, à travers différents regards. Alors, une autre manière de regarder le logement. Dans le secteur public et dans le secteur privé. Bah oui. Nexity. Exactement, Nexity, où j'ai été quelques années, donc comme un promoteur qui produisait beaucoup de logements, et des quartiers entiers, puisque je travaillais sur ces sujets. Et puis dans la partie publique de ma carrière, donc j'ai alterné entre l'opérationnel, donc ce qu'on appelait DDE, où on était aussi en régime de production, et la dimension plus stratégique des postes, c'est-à-dire l'administration centrale, puisque j'ai fait un poste là, et effectivement un cabinet ministériel où là on élabore les politiques publiques, on les évalue, on les réfléchit, on les explique. Politiques publiques qui sont mises en œuvre ultérieurement sur le terrain. On va parler évidemment de l'établissement public dont vous êtes le directeur général, mais juste d'un petit mot, quand vous fermez l'ordinateur, qu'est-ce que vous faites? Je m'efforce de déconnecter, voilà. Donc c'est un moment de repos, un moment de répit, un moment de souffle, parce que la pression est forte, j'imagine, parce que la pression foncière est forte aussi d'ailleurs. Concrètement, vos ambitions aujourd'hui, parce qu'on nous dit que le logement, les prix montent, que le foncier se réduit, qu'on en a de moins en moins, en Île-de-France évidemment, je ne parle pas de Paris, où là la bataille est rude. Est-ce que vous avez un regard sur cette question que se posent les Français, qui est finalement connexe au débat sur le pouvoir d'achat, de se dire, dans certaines villes, dans certains arrondissements de Paris, il n'est plus possible que la classe moyenne puisse acquérir et devenir propriétaire. C'est un sujet fondamental, l'accession à la propriété. Quelle est votre réponse? Alors ce qui est vrai, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le foncier n'est pas rare.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. On entend souvent dire le foncier est rare, donc il est cher, donc les logements sont chers. Le foncier n'est pas rare, simplement le foncier d'aujourd'hui, et surtout celui de demain, n'est plus celui d'hier et d'avant-hier, qui étaient des terres agricoles qu'on a urbanisées. Alors les villes nouvelles ont été faites comme ça, il y a 60 ans, avec un modèle d'ailleurs de zonage territorial, les logements d'un côté, les zones d'activité de l'autre, et qui est reproché aujourd'hui d'ailleurs. Et des voitures entre les deux. Donc effectivement, ce modèle n'est plus au goût du jour. Aujourd'hui, avec la politique d'arrêt de l'artificialisation, qui est d'ailleurs déjà à l'œuvre en Ile-de-France, en pratique depuis un certain nombre d'années, on refait la ville sur la ville. Donc refaire la ville sur la ville, ça veut dire qu'aujourd'hui, le terrain à bâtir, moi je le dis souvent, c'est un terrain déjà bâti. C'est ça. C'est une friche, parfois pas une friche, c'est un bâtiment un peu obsolète. Et donc on le rase ? C'est un marché de l'occasion. Alors on peut le démolir et reconstruire à la place. De plus en plus, on le réhabilite. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de friches qui sont les friches tertiaires, les bureaux, devenus obsolètes avec l'évolution du travail, alors accélérée par ce qu'on a connu depuis 2 ans, c'est-à-dire l'épisode du Covid. Voilà, donc on a des friches tertiaires qu'on transforme de plus en plus en logements, parce que souvent c'est possible. Donc ce foncier, il existe toujours. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus un grand terrain nu qu'on voit. Donc il est plus compliqué. Il faut effectivement souvent quand même le démolir, le dépolluer, le restructurer, le remembrer. Ça coûte plus cher. Ça coûte sans doute un peu plus cher, effectivement. J'imagine. Oui, absolument. Ça coûte un peu plus cher. Et donc l'un des enjeux, effectivement, c'est d'arriver à enrayer cette inflation des coûts fonciers de manière à produire des logements, notamment des logements, mais aussi les autres types de bâtiments qui font la ville, hein, les locaux d'activité, les équipements publics, enfin, etc. Et les logements de toute catégorie, incluant évidemment entre le logement social et l'accession à la propriété. Donc vous êtes moins pessimiste que certains journalistes ou certains observateurs qui disent finalement qu'on est une forme de surdensité, d'engorgement, et qu'il va être de plus en plus difficile d'accéder à la propriété en Ile-de-France. Vous dites on peut encore reconstruire, mais la vraie question c'est à quel prix ? C'est la question, alors effectivement. Non, ça dit, les logements, l'augmentation des prix de logements qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, hein, encore une fois, j'ai été promoteur. Vous savez, les logements, le prix des logements n'augmente pas parce que le prix du terrain augmente, c'est l'inverse. Quand un promoteur sait qu'il va vendre ses logements plus cher, il sait qu'il peut payer plus cher le terrain, et c'est ça qui génère la spéculation. Donc le rôle des politiques publiques, de l'urbanisme, du logement et du foncier, dans l'établissement que je dirige est un des opérateurs, mais pas le seul, c'est effectivement d'arriver à réguler tous ces prix pour faire en sorte, c'est pas d'empêcher qu'il y ait des logements en accession à la propriété, y compris des logements chers, parce que ça répond à des besoins, c'est de faire en sorte qu'aussi dans le programme il y ait une proportion de logements sociaux, des logements intermédiaires, etc. Et ça, on y arrive. Quand on s'y prend. La mixité dans les logements. Passons aux questions, et vous connaissez la formule de notre émission, la question G-Collect, un jingle, et la question que vous avez choisie, Gilles Bouvelot, parmi une liste de questions. Je vais vous la poser dans un instant, après le jingle. Question choisie pour G-Collect. La deuxième question, G-Collect, qui est la fintech du recouvrement éthique. Alors vous avez choisi la deuxième question concernant la société à mission, on en parle beaucoup, et d'une prise de conscience de la RSE, dont là aussi on en parle beaucoup, de cette responsabilité sociétale et environnementale. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et là je m'adresse évidemment au directeur général, parce que les questions de logement, de rénovation urbaine, de rénovation thermique, elles sont au cœur des enjeux de la transformation. Alors l'intérêt de cet établissement, qui a été créé donc, il y a une quinzaine d'années, hein, il faut le rappeler, dans la suite de mon parcours, c'est qu'il répondait à la fois à la dimension stratégique et à la dimension opérationnelle. Contrairement au poste précédent où vous avez été soit l'un soit l'autre. C'était la première fois, et c'est une chance, et c'est le cas de tous ces établissements publics de l'État, hein, parce qu'on n'est pas le seul en France, on n'est pas le seul en Ile-de-France. On est à la fois stratège et opérationnel et on articule les deux. Et c'est extrêmement satisfaisant, d'abord quand on s'en occupe, mais aussi intellectuellement. Parce que mais aussi ça permet de bien articuler, surtout quand on travaille effectivement essentiellement avec les communes et les intercommunalités, donc au plus près du terrain. Donc il faut être réactif et agile. Voilà, le deuxième intérêt de cet établissement, c'est qu'il fallait le créer. Donc il y a 15 ans, c'était une start-up avec 3 personnes, dont moi. Et 2006. Voilà, 2007. Et aujourd'hui, c'est une PME puisqu'il y a près de 250 collaborateurs, avec plusieurs implantations territoriales, alors toujours en Ile-de-France, et c'est même un petit groupe, puisque nous avons créé 3 ou 4 filiales
qui nous permettent de démultiplier notre action avec d'autres partenaires publics, hein, essentiellement, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, Action Logement. Pourquoi? Pour avoir des leviers financiers, pour pouvoir... Des leviers financiers et opérationnels, c'est-à-dire d'associer notre métier, qui est quand même de produire du foncier, avec des métiers par exemple de gestion de logement, qui sont ceux de la Caisse des dépôts ou d'Action Logement, quand on intervient pour lutter contre les copropriétés dégradées ou les divisions pavillonnaires. Et pour le dire concrètement, ça veut dire que vous apportez à tous les acteurs de la chaîne de la construction, commençons par les promoteurs, vous leur apportez, quand vous leur apportez ce foncier, l'immeuble a été détruit ou c'est au promoteur de gérer cette opération? On est assez pragmatique, c'est celui qui le fait le plus efficacement. C'est ça. Dans le calendrier qu'il fait, donc en général c'est nous qui démolissons et nous dépolluons, parce que quand il y a de la pollution, lorsqu'il y a une valeur ajoutée à ce qu'on le fasse, c'est-à-dire qu'on peut faire ça avec des méthodes douces et longues, par exemple par aération, par traitement biochimique, enfin c'est des choses qui sont connues. Quand il s'agit simplement de creuser pour mettre en décharge, on considère qu'il est plus satisfaisant que ce soit le promoteur qui va construire qu'il le fasse en même temps. C'est plus efficace. Voilà. Mais par contre, on garantit effectivement la qualité, entre guillemets, y compris les qualités, l'état des fonciers qu'on vend, même si c'est d'autres qui vont les retraiter. Oui, parce que ça vous tenait à cœur de nous dire que dans ce poste, finalement, qui est un poste sur mesure, vous êtes arrivé à sa création dans cette start-up, vous pouviez marier stratégie et opérationnel. Passons à la question du Collège de Paris. Là encore, c'est vous qui avez choisi cette question. La question qui a été choisie, c'est avec la suppression de l'aide à l'embauche des alternants par les entreprises, quelle action concrète, Gilles, envisagez-vous pour maintenir le bon développement de l'apprentissage sur le marché professionnel? Alors, c'est une manière un peu orthogonale de se tourner vers vos métiers, évidemment, à l'établissement, mais les métiers qui découlent, c'est-à-dire le BTP et tous les métiers qui vont avec. Alors, très simplement, on va continuer, puisque c'est pas pour obtenir l'aide de l'État, on est un établissement d'État, de toute façon. On est pour partie financé par de l'impôt, pour partie seulement, donc on n'a pas besoin de cette aide pour être motivé. Si on prend des alternances, c'est d'abord parce que ça nous permet d'associer des jeunes et ça peut déboucher, ça a débouché dans pas mal de cas. Et à tous les niveaux de poste, que ce soit des postes d'exécution ou de réflexion stratégique, ça nous permet d'anticiper des recrutements éventuels. Ça veut dire qu'il y a un onglet chez vous où on peut aller voir s'il y a alternance à Montpied. Alternants et stagiaires, évidemment, parce qu'il y a des stages longs en fin de formation. C'est intéressant parce que ça permet de se tester. On fonctionne beaucoup à la PFI de France sur les recrutements de jeunes. Notre moyenne d'âge est inférieure à 40 ans. Le démarrage était même de 35 ans. Donc c'est des gens qui sortent des systèmes de formation, parce qu'en Ile-de-France, il y en a beaucoup, bien évidemment. Évidemment, après, on essaye de les accompagner pour qu'ils grandissent et qu'ils deviennent, pourquoi pas, il y en a certains qui sont des directeurs. Ceux qui sont arrivés il y a 15 ans, il y a 2 ou 3 directeurs maintenant. Pas tous, évidemment, pas de la place pour tous. Mais voilà, c'est de les faire progresser. Donc c'est intéressant qu'on ait, dès le démarrage, ce contact avec les systèmes de formation, que ce soit des formations théoriques universitaires ou des formations en alternance. En un mot, c'est quoi les postes que vous recherchez? C'est quoi les postes? On a des postes sur les fonctions support, comptables, etc., ressources humaines, mais marchés, etc. Mais le cœur de métier, ce sont des chargés d'opérations foncières. Donc c'est des gens qui sont urbanistes, évidemment, à la base, mais qui sont également juristes, économistes, ingénieurs. Enfin voilà, c'est un double profil qu'on recherche, avec derrière un master d'urbanisme qui leur permet d'avoir un regard sur les panoramique et opérationnel en même temps. Voilà. Ouais, c'est un peu votre profil, finalement, ce que vous aimez dans le poste. Marche. Voilà. Dernière question, elle est importante, c'est la question de l'hémicycle. On la découvre tout de suite. Alors c'est une question évidemment que je vais poser avec beaucoup de précaution, Gilles Bouvelot, mais si vous aviez une idée à souffler aux politiques, à ceux qui nous dirigent, qui nous gouvernent? Ce que je leur dis d'ailleurs tout le temps, puisqu'on travaille encore une fois avec plus de 400 communes aujourd'hui, donc les maires et les présidents d'intercommunalité, bien évidemment on les a au quotidien avec leurs problèmes, leurs projets, on les accompagne sur leurs projets, c'est de rappeler qu'un EPF c'est une entreprise à mission. On n'a pas pour vocation de créer de la valeur financière, je travaille dans une boîte dont c'était la vocation, c'est pas une honte. On l'évoquait tout à l'heure. On a pour vocation de créer de la valeur urbaine et sociale, et désormais écologique. Alors c'est plus compliqué. La valeur sociale, c'est la mixité notamment, c'est de faire en sorte que la valeur urbaine, c'est évidemment la qualité des quartiers, et la valeur environnementale, comme beaucoup d'ailleurs d'établissements, on ne s'est pas converti parce qu'on y était depuis toujours à la transition écologique avec des référentiels qu'on paye sur toutes les opérations. Donc on ne fait pas de bénéfices, on revend à prix coûtant, on ne fait pas de bénéfices. Le fonctionnement de la structure, on est public, c'est-à-dire que le fonctionnement de la structure est financé par l'impôt. Notre souci, c'est effectivement d'abord de produire quand même des terrains pour faire du logement ou d'autres choses.
On est quand même jugé là-dessus, mais c'est aussi des questions de qualité, donc encore une fois, l'exigence, l'équilibre, disons ce qui fait l'équilibre de la ville. Voilà. Merci Gilles Bougelot d'être venu nous éclairer sur votre établissement. C'était un vrai plaisir de vous accueillir et puis on ne regardera plus pareil les logements en Ile-de-France. On saura qu'il y a votre établissement foncier derrière qui a mis la main à la pâte. Merci à vous tous, merci de nous suivre et puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de On se dit tout. Merci Gilles et à très 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 bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.